Alors, c'est ça, bien, je vais me nommer, je m'appelle Michel Lalonde. Je suis né en Ontario, dans un petit village de l'Est de la province, situé à peu près à mi-chemin entre Ottawa et Montréal. OK. Je vais te montrer une image, puis tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Si tu peux voir, dis-moi. C'est la pochette d'Abbey Road, disons. Oui, Puis tu me demandes à quoi ça me fait penser? exactement. Ça me fait penser à un album que j'ai fait avec la Raquette à Claquette. On avait pensé justement faire une espèce de parodie de cette pochette-là. Donc, il y avait les quatre qui traversaient la même intersection. Et puis, dans l'autre sens, il y avait un abbé qui s'en venait habillé en abbé avec des raquettes. Puis, le nom de l'album, c'était l'Abbey Road. Donc, l'Abbey Road. Donc, c'est ça que ça me fait penser. Alors, de 1972 à 1985, vous avez repris des chansons folkloriques que vous remodelez à la manière rock. Le groupe Garolou que vous fondez avec des amis devient un groupe de musique traditionnelle à succès. Alors, ma question, c'est, est-ce que la musique traditionnelle / folklorique faisait partie de votre enfance / vie? Est-ce qu'elle a influencé votre carrière artistique? Ben, c'est deux questions. Alors, savoir si la chanson traditionnelle folklorique a influencé ma carrière, oui, grandement. Mais tout d'abord, je vais répondre à la question par rapport à si elle faisait partie de ma vie quand j'étais jeune. Moi, j'ai grandi dans une famille où on chantait un peu. Mon père était un très bon chanteur. D'ailleurs, j'ai appris à chanter à l'église avec lui parce qu'il chantait dans la chorale, mais il faisait des chansons, comme on dirait, traditionnelles, des chansons de folklore. Il en faisait un peu de temps en temps. Mais c'est pas quelque chose qui faisait vraiment beaucoup partie de ma vie. Je viens pas d'une famille où tout le monde chantait dans les fêtes de famille. C'était pas tellement comme ça. Mais on était initié à la musique. Moi, je suis arrivé, je dirais, mon intérêt dans le folklore est arrivé plus tard. Quand, après avoir fait du rock puis d'autres choses, j'ai commencé à jouer de la guitare acoustique. Puis j'ai commencé à écouter Gilles Vigneault, Félix Leclerc, et puis ça m'a rappelé un peu tout ça. Puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas prendre ces vieilles chansons puis les faire avec mon école à moi, qui était la musique pop ou rock. Puis là, ben, j'ai plongé dans la musique traditionnelle beaucoup, mais je dirais que c'est plus comme adulte que j'ai fait ça. Puis ensuite, après, évidemment, pour parler de la deuxième partie de ta question, si ça a influencé ma carrière, évidemment, quand on a fait un premier disque avec le groupe qui s'appelait Loup-Garou dans le temps, c'est sûr que là, c'était des chansons traditionnelles, mais jouées, interprétées avec, je dirais, avec vraiment une saveur rock populaire. Et puis, à ce moment-là, ça marchait très bien. Puis c'est sûr que ça donnait un coup d'envoi à ma carrière, à la carrière du groupe. Et puis, bon, ben, c'est sûr que ça a eu un gros impact. Comment est-ce que l'idée de commencer un groupe de musique vous est-elle venue? L'idée de commencer un groupe de musique, pour être parfaitement honnête, je me rappelle quand, c'était en 1964, j'étais tout jeune, j'ai vu les Beatles à la télé. Il faut dire qu'à l'époque, on n'a pas de vidéo, on n'a pas d'Internet. Là. On avait entendu parler des Beatles, mais on ne les avait jamais vus. Alors, quand on les a vus à la TV la première fois, pour moi, c'était le coup de foudre. Le lendemain, je m'étais fait des guitares en carton, mes amis, on faisait semblant d'être un band, d'être des Beatles, et puis après, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à faire de la musique, à apprendre à jouer de la guitare, puis à partir à jouer avec des copains, m'amuser comme ça. Là, vraiment. Au début, c'était pas quelque chose, je pense, qui était vraiment. C'était plus un rêve, un fantasme. Mais à un moment donné, bon, ça a commencé à marcher. Puis alors, une fois embarqué dans le train, on a juste continué le voyage. Alors, autre que chanter à la messe, y avait-il des instruments dans votre maison d'enfance ou d'autres endroits ou personnes, quand vous étiez petit, qui vous ont inspiré? Fait que vraiment les instruments dans votre maison ou dans des endroits qui vous ont inspiré dans votre vie? Mais, mes deux grands-mères jouaient du piano. Donc, on avait un piano chez nous aussi. Et puis, on a tous suivi des cours de piano, mes sœurs plus que moi. Mais moi, j'ai suivi des cours pendant un an. Et puis, c'était quelque chose, je pense que mes parents tenaient à me donner une éducation où j'exposais à toutes sortes de choses, que ce soit la musique, que ce soit le plein air, le sport. En tout cas, ils nous encourageaient beaucoup. Et donc, dans ce sens-là, la musique faisait partie un peu de ma vie.
Mais mes deux grands-mères, par contre, j'avais deux grands-mères, c'était très intéressant parce que mes deux grands-mères jouaient très bien du piano. Et puis les deux grands-mères avaient donné des cours de piano dans leur jeunesse, puis tout ça. Mais ils avaient une approche très différente. C'est drôle parce que ma grand-mère maternelle, elle jouait. Elle avait des piles de partitions musicales tellement complexes, des choses là, vraiment des choses très complexes à jouer. Mais elle ne jouait pas du tout à l'oreille. On lui demandait d'improviser, elle disait non, non, ça me prend ma partition. Donc, elle avait vraiment. Puis mon autre grand-mère, c'était le contraire. Elle avait appris à lire et tout ça, mais elle aimait improviser. Donc, j'allais chez mes grand-mères à Londres et puis elle s'assoyait au piano, puis elle entendait des fois une chanson, que ce soit une chanson des Beatles ou des Rolling Stones, peu importe. Elle se rappelait de la mélodie. Fait qu'elle écrivait le bout de la mélodie sur un bout de papier, puis ensuite, peut-être quelques semaines plus tard, elle sortait un bout de papier, puis elle commençait à jouer, puis là, elle improvisait le reste de mémoire. Donc, je l'entendais jouer des chansons des Beatles, puis elle changeait les accords, puis elle changeait. Fait que pour moi, je trouvais ça fascinant de voir que quelqu'un pouvait faire ça. Donc, il y avait une espèce de magie autour de la musique qui a toujours été là. Mais je ne peux pas dire que j'étais vraiment assidu puis qu'on m'a poussé à apprendre un instrument vraiment. C'est plus par la voix, je pense. Quand je parlais de devoir chanter à l'église, mon père avait une très belle voix, puis c'est plus, je pense, comme chanteur que j'ai trouvé l'inspiration de faire de la musique. Quelles chansons canadiennes-françaises vous font penser à votre enfance ou votre adolescence? Ben, la Clairefontaine, je pense, parce que je me souviens d'avoir chanté ça à l'école. Et puis, ça me fait. C'est une des chansons qu'on a fait sur le premier album de Luc Garou. C'est une chanson que je me souviens d'avoir entendu mon père chanter aussi. Donc, pas que je la trouve. C'est pas ma chanson préférée, c'est une très belle chanson, mais ça en est une qui me rappelle évidemment, qui me ramène vraiment à la genèse de tout ça. Vous avez mentionné les influences américaines. Alors, comment est-ce que le folk canadien-français a évolué avec cette influence si proche? La musique américaine, pour moi, bon, quand je suis arrivé à l'âge de l'adolescence, évidemment, comme tout le monde, on écoutait ce qu'on entendait à la radio. Puis à l'époque, c'est la radio AM, c'est des singles, des 45 tours, même des albums, ça commençait à peine. Donc, c'est vraiment toujours des chansons on entendait la même chanson à la radio toute la semaine. Donc, il y avait ce qu'on appelait les palmarès ou la hit parade. Donc, c'est un peu ça qui était un peu, je dirais, mon école au niveau musical. Donc, quand j'ai entendu les Beatles arrivaient de l'Angleterre, mais ils reprenaient la musique américaine, du rhythm and blues, du rock. Donc, c'était ça vraiment qui a formé un peu pour moi ce que c'était de faire de la musique. J'ai jamais eu trop d'intérêt dans la musique classique. J'en ai écouté, mais pas vraiment. Puis le folklore, j'en attendais pas tant que ça. Quand j'ai commencé à plonger dans le folklore, par exemple, là, je fouillais dans des livres, puis je déterrais des mélodies, puis je déchiffrais Là, moi, j'appliquais mon école à moi, qui était le rock. Et donc, la musique américaine a toujours été présente dans tout ce que j'ai fait. Moi, je dirais la musique traditionnelle, là où j'ai vraiment plongé là-dedans, c'est quand j'ai commencé à faire des recherches actives pour trouver des mélodies rares, des chansons qui n'avaient pas été chantées souvent ou qui étaient méconnues, qui avaient une beauté poétique à cause souvent soit de la tournure de la mélodie ou du texte. Et donc, c'est à ce niveau-là que là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser, je dirais, de façon presque académique à la musique traditionnelle. Puis comme ma force en moi, c'était d'être un chanteur, plus qu'un. J'ai jamais été le meilleur musicien dans les groupes où j'ai joué, je m'accompagnais. Mais donc, pour moi, c'était pas comme si j'apprenais un reel ou j'apprenais une mélodie. C'était plus, j'apprenais à chanter, donner. Puis, j'ai vraiment beaucoup appris des chanteurs que j'écoutais à l'époque, leur respiration, leur façon de jouer les personnages et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup influencé. Tu avais parlé d'apprendre à chanter à la messe. Est-ce que la religion a eu un impact dans ta musique, sur ta musique? Je pense quand j'étais jeune, à l'adolescence, j'étais assez religieux. Je me rappelle que c'était une quête de spiritualité, je ne sais pas trop. Et l'Église, on n'était pas une famille ultra religieuse non plus, mais mon père, étant donné que mon père chantait, mon père était directeur de la chorale, donc dès qu'on commençait à pratiquer, par exemple, pour la messe de minuit, on commençait souvent au mois d'octobre. Il y avait 2-3 mois où toutes les semaines, il y avait des pratiques de chorale. Alors, c'était une bonne occasion pour que mon frère et moi, les deux plus vieux, mon père puisse nous emmener avec lui à la pratique de la chorale. Ça donnait un peu une chance à ma mère de s'occuper des autres. Mais nous, on aimait ça parce que, bon, à l'époque, vraiment, je te parle, j'avais peut-être 10-11 ans.
nos voix n'avaient pas encore mué. Donc, on chantait avec les femmes, on chantait avec les altos. Donc, on apprenait à chanter des partitions vocales qui n'étaient pas naturelles pour nous. Donc, ça m'a un peu initié à tout le côté harmonie. Puis d'entendre 4 différentes parties chanter ensemble, faire partie de ça, toute la chorale, c'est quelque chose qui était très puissant pour moi, être à côté de l'orgue et tout ça. Donc, j'aimais beaucoup ça, chanter en chorale, surtout chanter, harmoniser nos voix. Puis mon père, qui était un très bon chanteur, puis qui avait appris le solfège et tout ça, donc il nous encourageait. Donc, dans ce sens-là, je dirais que l'Église a joué un rôle, mais ce n'était pas tellement au niveau religieux, c'était plus au niveau, je dirais, culturel et musical et toute cette tradition de chant choral. OK. On va parler maintenant de ta carrière en Saskatchewan. Tu es arrivé tout d'abord à Prince-Albert comme artiste en résidence, puis après ça, tu as travaillé comme animateur à Radio-Canada. Qu'est-ce qui t'a gardé en Saskatchewan? Bien, quand je suis venu en Saskatchewan, je suis venu en 1990, je suis venu pour 1 an. J'avais un contrat d'1 an, justement, à Prince-Albert, comme artiste en résidence. Et puis, je venais de faire un album solo, peut-être 2 ans avant. Puis, l'industrie du disque était vraiment en crise. Dans le fond, je jouais, je faisais des spectacles. J'avais juste besoin d'un changement. Puis quand je suis venu à Prince-Albert, bien là, j'ai commencé à travailler avec la communauté. Je me suis fait des contacts ici en province. Quand l'année a fini, on m'a appelé au Collège Mathieu pour voir si je ne m'occuperais pas du maths. À l'époque, le maths, c'était vraiment quelque chose d'important au Collège Mathieu. C'était vraiment j'avais une pépinière de jeunes musiciens. Fait que je suis allé là un peu comme coach ou comme animateur pendant 1 an. Puis après, bien, il y a un poste qui s'est ouvert à Radio-Canada. Je n'avais jamais été réalisateur, quoi que ce soit, mais j'avais réalisé des disques, j'avais fait de la musique. J'avais travaillé avec des équipes. Fait que j'ai osé postuler, puis on m'a embauché, puis pendant 24 ans, ben, j'ai fait ça. Mais j'ai toujours continué à faire de la musique en même temps. Alors, ces contacts-là, donc, que j'ai fait l'année que j'étais à Prince-Albert, et puis par après, les contacts que j'ai eus ici en Saskatchewan, ça m'a permis de rencontrer d'autres musiciens, et puis je dirais, de passer une deuxième étape de ma carrière où, oui, je voulais écrire, je voulais continuer à faire mes chansons, mais le fait de travailler avec les gars avec qui je travaille, par exemple, à Raquette à Claquette, c'était quelque chose qui m'a donné beaucoup de plaisir parce que je pouvais travailler avec des professionnels et aussi continuer peut-être l'exploration de la musique traditionnelle que j'avais fait, que j'avais commencé. Donc, c'était une façon de relier, je dirais, mon étape plus québécoise, franco-ontarienne, à l'époque avec Garolou et tout ça. Et depuis presque 30 ans, maintenant, je suis ici, donc c'était comme un deuxième souffle. D'où vient le nom du groupe de la Raquette à Claquette? La Raquette à Claquette, c'était une joke. Parce qu'on devait embaucher en 1995, je pense, pour jouer au pavillon francophone. Il faut dire que pendant plusieurs années, il n'y avait pas de pavillon francophone à Mosaïque. La raison, c'était parce que je pense que les Canadiens français pensaient qu'ils ne voulaient pas faire partie de toutes les différentes ethnies qu'il y avait. Donc, il y avait eu une raison politique. En tout cas, mais là, c'était le retour du pavillon francophone. On nous a demandé de monter un groupe avec plein de musiciens. Puis, vraiment, c'était le soir avant, il fallait choisir un nom. Puis moi, j'ai dit, bon, ça va être juste pour un soir, on va s'appeler la Raquette à Claquette. Parce je pense qu'on a fait une joke autour de ça, tu sais, qu'on devrait peut-être mettre des claquettes après nos raquettes pour comme les voyageurs qui voyageaient à l'époque, en tout cas. Fait que c'est parti comme ça, puis 20 quelques années plus tard, on est encore là. Fait que faut faire attention à comment on se baptise. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les antécédents puis ce que les membres du groupe ils amènent à la Raquette à Claquette? Quand j'ai rencontré les gens de la Raquette à Claquette, d'abord, c'est tous des gens qui sont un petit peu plus jeunes que moi, à peu près de la même cohorte. Donc, on a beaucoup écouté les mêmes genres de musique. Mais par contre, on n'avait pas les mêmes expériences. Dans le fond, c'est sûr que moi, ayant grandi dans l'Est du pays, et puis entre régions, ça, on a pu apporter, je pense, ça au groupe. C'est que Gilles, qui est québécois, Michel, qui vient du Manitoba, Francis, qui est d'ici, qui est vraiment le seul Françaiscois de souche, qu'on peut dire, puis Dave, dans le fond, qui est un anglophone, qui s'est assimilé à la culture francophone. Donc, on a tous apporté une différente racine à ce qu'on apporte, une différente façon de voir les choses. Mais on est beaucoup, je dirais, unis dans notre désir de faire de la musique, d'explorer, d'aller le plus loin qu'on peut
pour essayer des nouvelles sonorités, des choses en apportant justement à contribution nos expériences du passé. Sur ce, est-ce qu'il y a des différences dans la façon dont la chanson folklorique françaiscoise s'exprime comparée à, mettons, la chanson folklorique québécoise? Mais lorsqu'on parle de la chanson traditionnelle ou folklorique ici en Saskatchewan, il y en avait pas beaucoup parce qu'on n'est pas beaucoup de la population, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus, il y a 4-5 générations, qui sont venus du Québec, qui sont venus beaucoup de la Beauce. Et dans cette région du Québec, il y avait beaucoup de chansons traditionnelles. Et donc, c'est pour ça que si on va à Zénon-Pac, cet endroit-là, on trouve des familles qui chantent ces vieilles chansons-là. On les a adaptées vraiment. On les a adaptées aussi, je dirais, en incorporant peut-être des personnages ou des légendes qui sont plus proches de la culture métisse et tout ça. Donc, on sent une influence, mais c'est beaucoup influencé par ce qui se passait au Québec il y a 75-80 ans. Si on va dans le sud, là, c'est plus des colons qui sont venus directement de l'Europe. Et donc, ce qu'ils ont apporté, eux, comme, je dirais, comme musicalité ou comme répertoire ou conte, encore une fois, on parle, les nombres sont petits, mais c'est différent. C'est plus vraiment de la vieille chanson française, comme on la retrouverait peut-être en Normandie ou en Bretagne ou dans le Poitou, des différentes régions de la France. Mais donc, dans le Nord, on sent plus une influence québécoise. Yeah. Quel instrument du folklore canadien-français vous représenterait le mieux? Me représenter moi le mieux? Ben, seulement la guitare, c'est l'instrument que je joue. Mais pour moi, l'instrument qui représente, à mes yeux, plus le folklore canadien-français, c'est le violon. Et le violon, évidemment, les raisons sont simples, c'est parce que le violon, c'est tellement un instrument qui est petit, qui est facile à transporter. Parce qu'à l'époque, quand les colons sont venus, évidemment, ils ne pouvaient pas partir avec un piano sur le dos. Même un accordéon, c'est difficile. Donc, c'est vraiment un instrument qui a porté la culture et puis, je dirais, la musique canadienne-française. C'était quoi le processus d'écriture pour les chansons de Garou-Loup? Puis maintenant, c'est quoi votre processus d'écriture à la raquette à claquette? Ben, avec Garou-Loup, c'était assez différent parce que je dirais qu'on avait c'était presque un mandat qu'on s'était donné de ne pas changer les chansons. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait avec les chansons? On gardait intégralement leur mélodie. Lorsqu'on on découvrait une chanson qui était vieille, qui n'avait jamais été interprétée, ou en tout cas nos oreilles, qu'on déterrait dans un livre, quoi que ce soit. Donc, on maintenait toujours la mélodie telle qu'elle était indiquée. Et souvent, le texte, il y avait 2-3 versions, on essayait de demeurer le plus authentique possible. Et après, on y apportait, nous, une couleur, un arrangement. Une mélodie toute seule, on peut y mettre plein d'harmonisations, d'accords. Donc, on traitait ça presque de façon, un peu comme les compositeurs classiques qui prennent une mélodie, qui vont bâtir une symphonie autour d'un bout de mélodie. C'est vraiment comme ça qu'on travaillait. Avec la raquette à claquette, c'est différent dans le sens qu'on écrit beaucoup plus de nos propres chansons. On va, par exemple, partir d'un air traditionnel, on va mettre des textes dessus. Comme par exemple, moi, j'ai fait une chanson dernièrement sur un air de violon qui a été composé pour moi. John Arcan, qui est violoneux métis, a fait un reel. Il va souvent faire ça. Il va composer un reel en hommage à quelqu'un. Il a fait un reel qui s'appelle le reel de Michel Lalonde. Il dit, je veux que tu fasses des paroles là-dessus. Ça a dormi longtemps, puis finalement, j'ai fait une chanson où je parle de lui là-dedans qui vient avec son violon, fait danser les gens. Tu sais, je dirais avec la raquette à claquette, c'est devenu un peu plus, je dirais comme une espèce de collaboration, de création plus collective au niveau de la création des chansons. Tandis qu'avec Garou-Loup, c'était vraiment, on s'acharnait vraiment à prendre des choses, les garder assez authentiques, puis les habiller, les orchestrer à notre façon. C'est ça la différence. Comme tu avais mentionné, tu cherchais des livres pour apprendre des accords de guitare. Alors, qu'est-ce qui était le processus d'écrire ou d'apprendre une chanson avant l'Internet? Ben, je me rappelle d'avoir acheté un album des Byrds. C'est un des premiers albums que j'ai acheté. Puis, ça m'avait inspiré pour composer quelque chose. C'est seulement un des premiers moments où je me suis dit que je vais essayer de composer quelque chose. Mais je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais limité par mes connaissances. Donc là,
la prochaine étape, c'était de commencer à apprendre, peut-être décortiquer des chansons, décortiquer des pièces qu'on faisait parce que j'avais un groupe, il fallait apprendre les chansons. Et souvent, ce qu'on faisait, à l'époque, on est à l'époque du vinyle, donc c'était soit un album ou même au départ des 45 tours. Alors, on mettait les 45 tours sur le tourne-disque, puis là, on écoutait, hop, on arrêtait, on levait l'aiguille, on revenait. Donc, on faisait le processus qui pouvait prendre 1 heure ou 2 pour être capable de repérer chaque partie de la chanson, puis de comprendre les accords, puis d'écouter, puis on écoutait. Puis souvent, entre nous autres, on avait des discussions. Non, c'est pas cet accord-là que je joue, c'est ça, regarde. Ça. Donc, il y avait toute une espèce de processus de découverte qui était très artisanal. Mais ce que ça faisait, c'est qu'à la fin, on avait écouté la chanson à peu près 150 fois. Fait qu'on l'avait totalement assimilée. Mais je pense que le fait d'avoir embûché comme ça nous obligeait à travailler plus profondément, puis plus comprendre qu'est-ce que c'était des chansons. Puis, tu sais, je regarde aujourd'hui, des fois, je sais que je vais sonner comme un vieux en disant ça, mais je trouve qu'il y a trop de jeunes artistes qui arrivent aujourd'hui, puis dès le départ, qui commencent à créer, sans voir vraiment explorer qu'est-ce qui était venu avant. Parce que en apprenant ça, ça nous donne une autre façon. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partir et commencer à créer à zéro. Il n'y a rien contre ça. Mais d'avoir à fouiller et d'avoir appris ce que les autres ont fait avant, ça nous donne des outils. Tu avais parlé des livres de bibliothèque que tu gardais pendant des années. Oui, oui. Bien, les livres de bibliothèque, ça, c'est autre chose. Ça, c'est. Parce qu'à un moment donné, dans mes premières années, j'écoutais du rock. J'écoutais ce qu'on entendait à la radio, c'était les Rolling Stones, les Beatles, c'était tous ces groupes-là qui sont arrivés à l'époque où j'ai grandi. Mais à un moment donné, quand j'ai voulu commencer à explorer le folklore, bien là, ça ne me tentait pas nécessairement d'écouter les enregistrements des années 40 je ne sais pas, de Mme Bolduc ou d'enfin. J'étais plus intéressé d'aller fouiller dans les anciens écrits, les recueils, les chansons souvent qui n'avaient pas été chantées, qui avaient peut-être été chantées il y a 100 ans par quelqu'un qui était maintenant décédé, mais que quelqu'un avait noté et répertorié. Et moi, d'aller découvrir ça, c'est comme si je redécouvrais, donner une nouvelle vie à cette mélodie-là. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que c'est ça, c'était vraiment un travail où j'ai fouillé, j'ai lu, puis j'empruntais des livres, puis je feuilletais des livres, je passais toutes les chansons du début à la fin. Si j'en notais 2, 3 qui m'intéressaient, j'y revenais. Puis là, j'essayais d'apprendre la mélodie, puis je voyais si je pouvais trouver des accords qu'elle avait avec ça. Donc, c'est vraiment de l'exploration, je dirais, pour le plaisir de découvrir. T'en as-tu encore des livres de la bibliothèque? J'en ai plus de la bibliothèque. Oui, j'en ai un, il faut que je retourne. D'ailleurs, je l'ai trouvé l'autre jour dans une boîte. Oui. J'ai un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé à un moment donné. C'est un livre de recueil dans lequel on a trouvé la chanson Victoria, que tout le monde a connue, de Garou-Loup. Mais cette chanson-là, ça vient de l'Acadie, de Shippagan. Et puis, c'est un livre ça s'appelle Les chansons de Shippagan. Et toutes les chansons ont été recueillies par un médecin, le docteur Gauthier. Et puis lui, c'était un passionné de musique, mais c'était un médecin de famille. Et là, on parle début du tournant du siècle, 1900 peut-être, 1900, 1940. Donc, il faut dire qu'il est en Acadie à l'époque. Il va encore se déplacer souvent l'hiver avec un cheval parce que les routes sont enneigées. Donc, quand il allait soigner les malades, souvent, il était prêt à passer une journée ou deux dans la maison avec les gens si c'était quelqu'un qui était très malade ou, par exemple, si une femme avait accouché, il y avait des complications. Bon. Alors, le médecin souvent arrivait, puis il passait des fois 2-3 jours, surtout s'il y avait des tempêtes, ça arrivait. Et évidemment, une fois que tout était sous contrôle, que le malade ou le malade était au lit, bien, là, on sortait, on mangeait, on sortait de bouteilles de vin, on sortait des instruments. Et puis, le docteur Gauthier, lui, il connaissait la musique, il notait toutes les chansons. Avec toute sa vie, comme ça, il a recueilli des chansons. Puis, il a publié des recueils de chansons. C'est une des chansons qu'il a publiées, justement, c'était Victoria. Il a appris seulement sur une ferme quelque part en Acadie. Nous autres, ben, on l'a popularisé, puis c'était vraiment une des chansons les plus connues du groupe. Est-ce que tu trouves qu'il y a des différences, comme tu viens de mentionner l'Acadie, puis tu avais mentionné la Louisiane, des différences entre les influences de la musique traditionnelle de ces régions? Bien, oui, il y a des différences. Moi, je ne les connais pas toutes, mais il y a des différences, surtout parce que si on parle de l'Acadie, si on parle du Québec, si on parle de la Louisiane, c'est souvent des endroits où les gens qui étaient là, qui étaient francophones, on parle souvent de tradition francophone, mais n'étaient pas nécessairement de la même région. Il y en avait qui étaient
du Poitou, d'autres qui étaient de la Normandie, il y avait des Bretons, il y avait des gens des différentes régions qui avaient des différents accents, des différents répertoires, des différentes chansons. Donc, ils ont apporté ça avec eux. Donc, dans ces différentes régions-là, on remarque toujours aujourd'hui, si on fouille dans les anciennes chansons qui ont été passées de bouche à oreille, on trouve encore ces différences-là. Et en Acadie, d'ailleurs, il y a beaucoup de chansons, évidemment, qui se rapportent à la mer. C'est parce que les gens, c'était des pêcheurs, ils arrivaient en bateau. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas au Québec non plus. Toute la vallée du Saint-Laurent, vraiment, oui. Mais une fois, par exemple, que si on s'en va vers l'ouest, on monte en Ontario, bien là, en Ontario, à l'époque, les Québécois qui sont montés travailler dans les chantiers puis dans les mines, ils ont porté des chansons qu'ils adaptaient au travail. C'était souvent des chansons de travail. Dans les chantiers, il y avait beaucoup de chansons qu'on adaptait au travail pour se donner un rythme au cours de la journée. Quand on travaillait, on sciait du bois, donc on chantait des chansons et on adaptait souvent le refrain pour aller avec la tâche qu'on faisait. Donc, les chansons évoluaient selon les métiers et selon les régions aussi. Donc, dans le Nord-Ontario et dans l'Ouest Ontario, on manque beaucoup plus de chansons qui sont apparentées à ce qu'on trouve, par exemple, dans la région de la Naudière au Québec. On trouve des chantiers. C'était la même chose, des gens bûchaient du bois, coupaient du bois. Puis les chansons de la Saskatchewan, ça part de quoi? Bien, c'est ça, justement, je pense que les gens de Saskatchewan, quand ils ont apporté leurs chansons ici, évidemment, ça dépendait, on a parlé un peu plus tôt des régions du Québec ou de la France ou de la Belgique où ils venaient. Mais si je parle, par exemple, du nord de la province, c'était des Québécois. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, les autres, en se frottant contre les Métis, et puis en écoutant beaucoup de musique qui est influencée par le country et le western, ces chansons-là ont commencé à changer. On a changé un refrain, des fois on changeait une référence. Donc, on sent, je dirais, dans les plaines, tout ce qui est de chansons, musique traditionnelle, on sent beaucoup l'influence métisse et l'influence américaine. Alors, si tu devais suggérer une chanson ou un groupe ou un artiste pour la jeunesse, la chanson folklorique ou le groupe de folklore, ça serait qui ou ça serait quoi? Oh mon Dieu, pour la jeunesse. Mais moi, je trouve qu'un groupe qui a fait un bel amalgame de ça, c'est Mes Aïeux. Parce qu'en quelque part, je trouve que Mes Aïeux, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'eux autres, ils ont vraiment partie de la tradition authentique. Si on les écoute, ça sonne comme un groupe qui chante des chansons d'il y a 150 ans. Mais leurs propos sont vraiment des propos axés sur la vie plus moderne. Mais dans des allégories qui souvent nous rappellent la terre et le terroir. Ça. Donc, ils ont vraiment réussi, les autres, je pense, à maintenir cette saveur-là. Mais il reste, quand on écoute ça, ça a un son folklorique. Sauf que les propos ne sont pas des légendes de château et du Moyen-Âge. C'est vraiment des chansons qui parlent de la vie d'aujourd'hui. Alors, pour moi, ça, je pense que c'est un bel exemple de comment on peut faire un amalgame vivant de cette tradition-là. Si tu veux partager quelques moments marquants de ta carrière en musique et pourquoi ça t'a marqué? Ben, il y a eu beaucoup de moments marquants. C'est sûr que le fait d'avoir gagné un Félix à la première cérémonie des Félix, la première fois qu'il était remis, alors que Félix Leclerc était présent sur place, sur la scène, c'était quand même quelque chose. On arrivait là-dedans, nous autres, on n'avait aucune idée, comme des chiens dans un jeu de quilles. Il va y avoir des prix, ça va s'appeler les Félix. Personne n'a aucune idée. Alors, c'est en 1977, c'est les premiers. Donc ça, c'est un moment assez intéressant, disons, pour moi, qui je trouvais un moment marquant. J'ai joué aussi avec Garolou. On a joué à Carnegie Hall. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez unique. Et on a joué un jeudi ou un vendredi matin, mais peu importe, on jouait pour un public d'école secondaire, mais quand même, le fait d'être sur cette scène-là, Carnegie Hall, qui est une scène mythique, ça, c'était vraiment, je me souviens qu'il fallait que je me pince à savoir si c'était vraiment là. C'est des choses intéressantes à vivre. Alors moi, vous avez mentionné comme une admiration pour les groupes comme les Beatles puis The Rolling Stones. Je me demandais si la popularité des groupes anglophones vous a déjà fait envisager de changer votre langue de performance du français à l'anglais. C'est une très bonne question. C'est sûr que moi, j'ai grandi en écoutant de la musique américaine, de la musique anglaise, de la musique du palmarès de l'époque, du Hit Parade, ce qu'on vient de mentionner. Puis, je n'avais pas vraiment beaucoup d'affinité avec la musique en français parce qu'il faut dire qu'à l'époque où moi, je me suis éveillé à la musique populaire,
ce qu'on vivait au niveau de la francophonie, c'était des reprises de chansons américaines, de chansons en anglais. On avait pas mal mis de côté Charles Trenet, même au Québec, si on avait oublié Gilles Vigneault, Félix Leclerc, on était un peu intéressé à ça. On était vraiment intéressé à ce qui était moderne, et ce qui était moderne, c'était en anglais. Et on copiait, donc on copiait un peu ces styles-là. Fait que moi, ça m'attirait moins parce que j'aimais mieux peut-être l'authentique, l'original. Je ne sentais pas le besoin de chanter Twist and Shout en français. Pour moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, puis que j'ai commencé plutôt à le faire de façon professionnelle, je me suis intéressé à maintenir la carrière en français parce que justement, je trouvais qu'il y avait une exploration, une découverte de ce côté-là. Puis je trouvais aussi que de chanter en anglais, je l'ai fait beaucoup, je le fais encore, puis je compose toujours en anglais. J'ai peut-être un dixième de mon répertoire de chansons qui est en anglais. Pendant longtemps, je me suis un peu empêché de le faire parce que je voulais me donner des meilleurs outils, puis je devais travailler un peu plus ce que je savais faire au niveau de la chanson en français. Puis je trouvais que c'est difficile de faire les deux en même temps. Je voulais apprendre à écrire tout ce qui était de trouver ma langue, mon vocabulaire en français. En parlant de votre carrière, votre très longue carrière, comment est-ce qu'avec vos différents groupes, Garou-Loup puis Raquette à Claquette, est-ce que vous avez développé votre chimie de groupe? Une chimie de groupe, c'est vraiment dur à définir. C'est drôle parce qu'avec Garou-Loup, justement, je pensais à ça parce que je viens de faire une série qui parle de ma carrière en musique. Puis je pensais au premier groupe dans lequel on était. Moi, j'ai toujours préféré, en tout cas, quand je jouais avec des musiciens, à choisir entre un musicien qui est très bon, très doué, mais qui a une personnalité à faire chier, puis un autre qui est moins bon, mais qui était très gentil. J'aime mieux travailler celui qui est gentil. Moi, j'ai toujours été comme ça. La chimie, la camaraderie, l'ouverture d'esprit, c'est toujours plus important que l'habileté. Et quand on travaille dans des groupes, on est jeune, on entend parler, on a besoin d'un guitariste. Tel guitariste, il est tellement bon, il peut faire tous ces solos-là. On faisait ça, on m'a dit, oh, on essayait un autre guitariste. On se rendait compte au bout de 2-3 pratiques, ça ne marchera pas. La chimie n'est pas là. Alors, ce n'est pas nécessairement l'habilité qui fait que ça va cliquer. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours moi, beaucoup plus mis l'accent sur, je dirais, les valeurs humaines quand on se retrouve ensemble pour créer quelque chose. Que ce soit du théâtre, que ce soit n'importe quoi. Et effectivement, il faut un minimum de talent parce que si on essaie de faire des choses et qu'on se bute constamment à nos limites, c'est vraiment un équilibre qui est difficile. Mais si tu ne le fais pas, tu n'avances pas non plus parce que ça a été facile de dire, bon, ben, OK, on va laisser aller les choses, on va continuer à s'amuser. Et là, c'est l'autre guitariste qui serait parti parce qu'il a été frustré. Tu vois? Donc, c'est toujours l'équilibre à faire entre où tu veux aller avec ton projet, puis les gens, le côté humain qui est ultra important pour moi. C'est pour ça que quand j'ai eu à faire des choix comme ça, j'ai trouvé ça absolument déchirant. Il y en a d'autres, par contre, qu'on s'est séparés d'un commun accord, puis plusieurs années après, on est demeuré des amis. Mais c'est, je pense, une des choses les plus difficiles à faire au sein d'un groupe. C'est d'avoir à prendre des décisions, à éliminer quelqu'un du groupe. Beaucoup plus difficile que d'approcher quelqu'un pour savoir s'il veut s'intégrer au groupe. Je vois que ta guitare est en arrière de toi. Si tu voulais nous chanter un extrait de quelque chose, ça pourrait être le fun avant qu'on se quitte. Ben, je pourrais peut-être essayer. Mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ma guitare. Ça fait une couple de jours que je fais du montage. Alors, je regarde un peu. Je vais faire un petit bout d'une chanson. Ben, celle-là, d'habitude, je la sais. Même si je ne joue pas souvent. Je vais ajuster mon... OK. Un peu mieux, je pense. Cette chanson-là, c'est une chanson qui était longtemps une chanson interdite. Parce que à l'époque, ça glorifiait un certain militaire qui avait voulu déposer le roi et qui, pour ce faire, s'était un peu recoquiné avec la reine. Et puis, il s'appelait Charles de Biron. Et puis, cette chanson-là a été composée par un admirateur. Et puis, une fois que la chanson a été popularisée, elle est interdite parce que le roi, Charles de Biron, est fini sur la potence. Donc, c'est un peu genre de un petit peu un Robin des Bois de l'époque, là. Mais c'est ça. Alors, c'est la complainte de Charles de Biron. Quand Biron rentre dans Paris, c'est pour jouer avec la reine. Quand Biron
avec la reine. Arrête, arrête, Charles Biron. Tu vas coucher dans les prisons. Bravo, merci beaucoup. Un petit extrait. Ouais, Ça, c'est un bon exemple. Je vous disais d'une chanson, quand on l'a trouvé, là, il n'y avait aucun accord, il n'y avait rien. Donc, on a vraiment inventé l'arrangement autour de la mélodie qui était. Alors, ça aurait pu être décliné de moult façons, mais ça a sorti comme ça. Ben, merci beaucoup pour toute ta sagesse. J'espère que ça va vous apporter quelque chose. Puis, en tout cas, ben, merci à vous d'avoir passé du temps avec moi. Ouais, merci, Michel. All right. Merci beaucoup. À bientôt.